nous avoir rejoint, coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes député LFI NFP des Bouches-du-Rhône. Quels sont les atouts de ce candidat ? D'abord, je pense que la réflexion collective qu'il y a eu au sein du nouveau Front populaire, c'était d'essayer d'identifier le candidat commun qui avait le plus de chances de l'emporter demain pour cette élection dont tout le monde sait que c'est une élection qui va être une élection extrêmement serrée. Et André Chassaigne, de ce point de vue-là, a un certain nombre de qualités. C'est quelqu'un qui, je pense, connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée nationale, a des contacts, des bonnes relations avec l'ensemble des groupes au sein de l'Assemblée nationale. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un candidat de qualité pour le nouveau Front populaire. Je veux dire quand même que s'il a été désigné candidat commun, c'est parce que d'autres figures qui avaient candidaté ont accepté de renoncer à leur candidature en sa faveur. Je veux les saluer. C'est le cas pour les insoumis de Mathilde Panot et de Éric Coquerel, mais c'est le cas aussi pour les écologistes de Cyrielle Châtelain. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous êtes mis d'accord beaucoup plus rapidement sur le nom d'une personne pour incarner la candidature à la présidence de l'Assemblée nationale que sur un nom pour Matignon qu'on attend toujours à ce stade ? Écoutez, on s'est fixé lundi un objectif parce qu'il faut prendre les choses étape par étape. Et le premier objectif, c'était effectivement d'avoir ce candidat commun à la présidence de l'Assemblée nationale. Et ça, en quelque sorte, on était tenu par un calendrier puisque l'élection a lieu demain. Et donc, il fallait avoir ce candidat. Et je suis très heureux qu'on ait ce candidat. C'est une première étape de franchie. Et j'espère qu'elle aidera ensuite à franchir la deuxième étape, c'est-à-dire le fait que les discussions sur la composition d'un gouvernement, le ou la candidate à la fonction de Premier ministre, et puis l'architecture gouvernementale puisse avancer ensuite dans les prochains jours. Une dernière question avant de donner la parole à Charles Consigny. Si vous ne remportez pas la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est mort pour le poste de Premier ministre ? Non, écoutez, la vérité c'est que le président de la République, de manière honteuse, essaye de détourner le sens de l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale pour faire croire que le résultat de cette élection ferait émerger une quelconque coalition. J'ai entendu le député du Rassemblement national sur le plateau avant moi. J'ai cru comprendre entre les lignes qu'il s'apprêtait au deuxième ou au troisième tour à apporter son soutien à la candidature de Yaël Braun-Pivet. Alors, il ne l'a pas dit comme ça. Non, il ne l'a pas dit comme ça, mais... À une autre candidature. Oui, à une autre candidature. À une autre candidature qui, selon lui, on en parlera peut-être, serait une candidature qui, en quelque sorte, laisserait accès au Rassemblement national à des fonctions à responsabilité. Pardon, la seule qui s'est exprimée en ce sens, pour l'instant, parmi les différentes candidatures qui sont sur la table, c'est Madame Braun-Pivet. Donc d'abord, je pense que le Rassemblement national devrait assumer aux yeux de tous qu'il s'apprête au second tour ou au troisième tour de cette élection à apporter ses suffrages à la candidate macroniste. Je pense que ça intéresserait ses électrices et ses électeurs. Ça intéresserait d'ailleurs aussi sans doute les électrices et les électeurs macronistes de savoir que Madame Braun-Pivet s'apprête à recevoir les suffrages du Rassemblement national. Je pense que ce serait quand même intéressant pour éclaircir le débat auprès de tout le monde. Donc voilà, je vois ça aujourd'hui. Et je pense que notre responsabilité, c'est d'essayer de remporter cette élection, mais que quel que soit le résultat de cette élection au perchoir demain, je dis perchoir, c'est comme ça qu'on appelle la présidence de l'Assemblée nationale, pour autant, ça n'effacera pas le résultat des élections législatives. Et le résultat des élections législatives, c'est qu'il y a un bloc qui est arrivé en tête, qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le bloc du nouveau Front populaire. Et si demain, il y a des coalitions de circonstances qui permettent, puisque vous m'avez interrogé sur cette hypothèse, à un autre candidat que celui du nouveau Front populaire de l'emporter, pour autant, ça ne voudra pas dire que c'est une coalition politique stable qui aura émergé. Charles. Non, on a le sentiment un peu surprenant, mais peut-être que ça ne surprend que ceux qui ne connaissent pas vos cuisines internes, qu'en fait, vous n'avez pas du tout envie d'avoir un gouvernement de gauche. Vous n'avez pas du tout envie qu'un nom se dégage de ce NFP et donc tout le monde est d'une mauvaise foi totale, que ce soit au Parti socialiste ou chez les Insoumis, et bloque pour que en fait Emmanuel Macron puisse composer une alliance avec ceux de droite qui voudront bien faire alliance avec lui. J'imagine que c'est dans la perspective de la présidentielle de 2027 et que Jean-Luc Mélenchon peut-être se dit qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas un Premier ministre. Donc vous pensez que c'est pour ça que les socialistes, puisque vous m'interrogez sur les socialistes, vous pensez que c'est parce qu'ils voudraient que Jean-Luc Mélenchon soit candidat à la prochaine présidentielle ? Non, il y a les socialistes, dans votre argumentation là. Ils ont leur raison, mais on a le sentiment que vous bloquez. Non, mais je vais vous Est-ce que vous avez envie de conquérir Matignon et de gouverner Manuel Bompard ? Bon, je veux d'abord rappeler juste un élément de base. C'est que c'est le président de la République
qui depuis maintenant 10 jours refuse de faire ce qu'il aurait dû faire s'il respectait le résultat des élections législatives, c'est-à-dire se tourner devant le nouveau front, devant les interlocutrices et les interlocuteurs du nouveau Front populaire pour leur dire qu'opposer un gouvernement. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et vous proposez Mais il attend un nom. Attendez. Non, mais n'inversez pas les responsabilités. Si le président de la République a besoin de coordonner pour nous informer qu'il a l'intention de respecter le résultat des élections législatives, il peut m'appeler moi, il peut appeler Olivier Faure, il peut appeler Marine Tondelier, il n'y a pas de problème. Donc d'abord, il faut prendre les choses dans le bon ordre. Si vous proposez un nom, il serait obligé de le faire. Mais ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, notre objectif, c'est de pouvoir composer un gouvernement. Je réponds à votre question. Mais le plus rapidement possible, monsieur. Mais il vous aura peut-être pas échappé que dans d'autres pays en Europe, il faut parfois plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois pour composer un gouvernement. Que pour le gouvernement de programme, généralement, ils font des coalitions. Oui, mais justement, là, vous l'avez le programme. Justement, il faut quand même dire les choses, parce que moi, j'ai rien à cacher et je fais pas de la tambouille secrète, contrairement à ce que vous êtes en train de dire. Je crois que j'ai dit de manière assez claire, d'ailleurs, dans les différentes interventions qui auraient été les miennes, quel était le débat, y compris au sein du nouveau Front populaire. C'est qu'il y a différentes propositions de candidature à la fonction de Premier ministre qui ont émergé, et que la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et moi, j'assume de dire que ce que l'on veut faire, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. Et je sais, j'ai entendu, j'ai vu des tribunes, j'ai entendu le nom de Madame Tubiana qui elle-même avait signé il y a 4 ou 5 jours une tribune dans laquelle elle disait ce que doit faire le nouveau populaire, c'est de se tourner vers le bloc macroniste pour construire une coalition et changer le programme. Mais moi, ça, je suis pas d'accord. Est-ce que vous avez vu la proposition de... C'est ça le débat aujourd'hui. Il y a un débat sur ce sujet, mais on va arriver à le résoudre, j'en suis convaincu. Est-ce que vous avez vu la proposition aujourd'hui de Sandrine Rousseau, l'écologiste, membre du nouveau Front populaire, qui dit Huguette Bello, première ministre, Laurence Toubiana, vice-première ministre en charge de l'écologie, voilà, telle est ma proposition. Est-ce que vous voulez aider? Ça fait rêver, hein. Non, mais d'abord, je veux dire que je pense que il faut faire attention. On n'est pas en train de faire la Star Academy, quoi. Donc, je trouve que le sujet, c'est pas on soutient tel ou tel profil sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je crois pas que c'est comme ça qu'on va y arriver. Maintenant, je vais pas raconter d'histoire. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Je l'ai déjà exprimé. Je considère effectivement que la candidature de Huguette Bello, qui est la présidente de la région Réunion, serait effectivement, de mon point de vue, un honneur pour la France et que je pense que ce serait une candidate susceptible de porter le programme du nouveau Front populaire. Mais Laurence Toubiana, vice-première ministre... J'ai dit pas méchamment. Non, mais attendez, j'ai dit pas méchamment et sans qu'il y ait quelque offense que ce soit dans ce que je dis vis-à-vis de la personne avec qui est sans doute quelqu'un de très respectable, j'ai pas de sujet, mais qui avait une question politique derrière ce choix. Elle dit que c'est pas sérieux quand même, donc c'était un peu... J'ai considéré, si vous voulez, que à partir du moment où le nouveau Front populaire a, il y a une semaine, signé un communiqué dans lequel on disait notre objectif c'est de constituer un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire, je trouvais effectivement pas très sérieux de mettre sur la table une proposition de candidature à la fonction de Premier ministre qui disait qu'elle ne voulait pas faire ça, mais autre chose. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a rien d'infamant ou de dénigrant pour la personne dans mes propos. Pablo. Oui, Madame Lombard, vous avez dit, moi je suis transparent et vous avez dit les choses sans genre, et vous avez raconté effectivement les divergences stratégiques qui sont... c'est pas sur le programme, hein, puisque sur le programme, encore une fois, ils ont trouvé un accord, mais c'est stratégique et la stratégie, c'est important. Hein. Et donc la proposition de la France Insoumise, c'est de dire, nous, on va arriver au pouvoir et puis ce sera, comme l'a dit Mélenchon, le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, de l'élection législative, on appliquera le programme, rien que le programme, tout le programme. Voilà, c'est la proposition. Après, on sait les risques que ça induit, c'est-à-dire que très rapidement, le gouvernement pourrait tomber. Mais à vrai dire, ça, c'est pas le problème de la France Insoumise, ni même du nouveau Front populaire. Ce sera aux autres, en fait, de prendre leurs responsabilités, de faire tomber ce gouvernement. Les socialistes, eux, ils veulent faire un gouvernement qui puisse durer, donc trouver des majorités. Comment on fait pour avoir 287 députés, une majorité, etc. Là, forcément, on est obligé de s'allier avec les macronistes, voire une partie de la droite, je sais pas. Et c'est pas la même proposition. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont pas d'accord. La question du casting, elle est secondaire, en vérité. Mais moi, j'ai une question. Tout à l'heure, Olivier Besancenot, qui était présent sur ce plateau, a dit j'en ai marre parce qu'on comprend rien. Moi, il est dans le nouveau Front populaire, de fait, mais il n'est pas dans ceux qui discutent entre les chefs à plumes. Et donc, il dit mais est-ce que ce serait pas bien de faire sortir en fait cette décision de vous, je sais pas, 4, 5, 6, je sais pas combien vous êtes, et d'interroger plus largement
finalement tous ceux qui font ce front populaire, avec les syndicats, les militants, finalement toute cette gauche, toutes ces sociétés civiles organisées qui a permis aussi que le nouveau Front populaire soit la première force à l'Assemblée nationale la semaine dernière. D'interroger comment? Est-ce qu'il parle d'un vote rien, moi, on peut trouver les moyens, les voies et moyens pour Manuel Bompard, est-ce qu'il faut ouvrir? Non, mais moi j'entends cette aspiration et je rassure, d'abord, c'est pas 4 personnes qui discutent, mais c'est des délégations représentatives des 4 principales, on va dire, composantes politiques du nouveau Front populaire. Et bien évidemment que dans ces échanges, il y a aussi des discussions, parfois avec des responsables d'organisations syndicales ou des responsables associatifs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif doit être de maintenir la coalition du nouveau Front populaire unie. Et pour le faire, il faut éviter toute méthode de choix qui pourrait conduire à ce que l'une des composantes du nouveau Front populaire se dise ce choix m'a été imposé, donc je ne vais pas participer à la suite. Voilà, je pense que personne n'a envie de ça. Donc c'est pour ça que la méthode qui a été choisie, c'est une méthode, on a parlé de consensus, c'est-à-dire de trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Et forcément, quand on utilise ce type de méthode, ça prend un petit peu plus de temps. Mais je pense et je comprends les gens qui disent... j'ai entendu Marine Tondelier dire je suis fatiguée, moi aussi je le suis un petit peu, comme beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on l'écoute et puis on se retrouve juste J'imaginais après. que vous alliez m'interroger sur Marine Tondelier et François Ruffin également. Écoutez. J'ai un peu honte parce qu'il faut se dire qu'on vient tous, les chefs de parti, les militants, les candidats, et puis beaucoup de Français quand même, de donner 6 semaines de notre vie pour permettre peut-être de changer le quotidien des gens. Je pense qu'on doit être à la hauteur. Je pense qu'on doit tout donner. Et j'ai la sensation qu'on a tout donné pendant 5 semaines. Mais là, j'ai du mal à être fière cette semaine. Et donc, vous avez raison de dire comment on va appliquer le programme. Chaque action va compter. Il va falloir jouer chaque ballon comme si c'était le match. Chaque ballon. Chaque ballon. Et donc, celles et ceux qui disent « Moi, je m'en fous, j'irai pas ». Alors, j'ai entendu Huguette Bello, gna gna gna. J'ai entendu Laurence Tubet, gna gna gna. À la fin, on va avoir Laurent Wauquiez, en fait. Mais pendant 2 ans, on a fait ça. On s'est déchiré, injurié. Voilà. Insulté sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, et les 6 mois de campagne européenne ont été consacrés à ça. Moi, je suis désolé, j'en vois le résultat. D'accord? Donc, si on recommence comme ça, on dégoûte les Français. Et tout ce qui est fait là, ça contribue à faire monter le tous pourri, le à quoi bon, à la prochaine fois, on reste chez nous. Donc, je mesure ça. Je mesure que, je l'ai dit le soir de mon élection, que j'ai pas pris comme une victoire, ma propre élection. Je l'ai pris avec gravité. Comment on sort de ça, Manuel Bompard, de la honte, de l'écœurement, de la désunion? Comment on en sort? Je vais vous dire, moi je réponds toujours de manière franche aux questions qui me sont posées, je vais vous dire les choses franchement. Moi aussi, je peux venir sur votre plateau de télévision et vous dire j'en ai marre, j'en ai assez, il faut trouver une solution, etc. Mais pardon, une fois qu'on a dit ça, en quoi on a trouvé plus facilement une solution? C'est pour ça que je vous demande comment on sort de tout ça. Il ne faut pas dépolitiser la discussion. Et on me posait tout à l'heure une question. Il y a une discussion, elle est en cours, et elle n'est pas une discussion d'ego, elle n'est pas une discussion de... Elle est une discussion dans laquelle il y a des paramètres politiques. Qu'est-ce qu'on veut faire comme gouvernement? Comment on veut s'y prendre? Et ça, pardon... Je comprends que ça puisse être épuisant, je comprends que ça puisse être lassant pour des gens, mais oui, ça prend du temps. Et je préfère encore pendant quelques heures ou quelques jours accepter l'idée que les gens considèrent qu'on n'est pas à la hauteur de la situation, mais être sûr qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est quelque chose de solide et qui permet ensuite de gouverner le pays. Donc je trouve qu'il y a, je vous réponds franchement, des choses un petit peu démagogiques à venir sur les plateaux de télévision à dire allez, j'en ai marre, ça suffit, il faut que tout le monde se mette d'accord, parce que à la fin ça revient à dire que quel que soit le choix qui est fait, finalement ce serait du pareil au même. Bah pardon, non, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas du pareil au même. Et quand Marine Tondelier dit à la fin on va se retrouver avec Laurent Wauquiez, elle force le trait bien évidemment, mais elle pointe quelque chose qui est un risque, c'est-à-dire que le PS vous tourne le dos et décide en effet de discuter avec la Macronie, voire à la droite de la Macronie. Est-ce que vous le craignez? Non, mais moi, j'ai pas pour habitude de considérer que des gens qui ont fait campagne dans une campagne électorale sous une étiquette qui est celle du Nouveau Front Populaire et pour porter un programme qui est celui du Nouveau Front Populaire, après l'élection, à faire autre chose. Et je vous dis franchement, je pense que si certains faisaient ça, je pense que ça leur coûterait très cher d'un point de vue de leur crédibilité vis-à-vis de devant le pays. Donc je pense que tout le monde doit mesurer cet élément. Et l'autre chose qui m'embête un petit peu, si vous voulez, dans les extraits que vous venez de passer de manière générale, c'est que à la fin,
en quelque sorte, s'en prendre au nouveau Front populaire dans sa discussion, c'est aussi faciliter le travail d'Emmanuel Macron dans sa capacité à dire « vous voyez, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc on va faire autre chose ». Moi, ma boussole est claire. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de remporter l'élection demain à la présidence de l'Assemblée nationale. Ensuite, je souhaite que les discussions aboutissent sur la composition du gouvernement et je souhaite que le rapport de force soit maximal pour que le président de la République respecte enfin le résultat des élections, ce qui me paraît quand même être une base démocratique qui devrait s'imposer à tous. Tout à l'heure, quand vous dites à propos de Sandrine Rousseau, oui, c'est un peu un Starac avec voilà. Est-ce que vous participerez pas aussi à ce que vous dénoncez tout de suite? J'essaye de pas y participer. Je ne suis pas parfait comme personne, sans aucun doute. Mais ce que je voulais dire par là, il y avait rien de dénigrant pour Sandrine Rousseau. Je suis pas du tout dans ce registre-là, mais je veux juste dire. Commençons pas à faire le qui est du gouvernement, vous voyez, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est pas non plus très sérieux et très crédible. Voilà, il y a rien de méchant dans ce que je dis juste, je comprends que ça soit lassant, je comprends que les gens soient fatigués. Encore une fois, moi-même, parfois, je fatigue aussi un petit peu, mais c'est des discussions importantes, sérieuses, il faut les mener de manière tranquille et avec l'objectif qu'elles puissent aboutir. Dans ces discussions, notamment sur la stratégie, sur la méthode, comment appliquer le programme, tout le programme, à quel rythme, avec quelle méthode, est-ce que vous vous posez la question de la ruse ou de la prudence tactique pour éviter que ce gouvernement soit renversé très vite? Je pense notamment à l'étalement chronologique de certaines mesures sur la hausse des salaires ou sur la fiscalité, pas tout de suite, et donc pensez que vous avez peut-être devant vous 3 ans pour ce gouvernement. Et deuxièmement, peut-être vous, les représentants de la France insoumise, vous mettre en retrait. Oui, bien sûr. Pour éviter pour ne pas donner un prétexte à tous vos ennemis de faire une motion de censure. Vous l'évoquez? Mais franchement, Christophe Barbier, le problème, c'est que c'est un prétexte, vous l'avez dit vous-même. Oui, mais ils vous attendent au coin du bois avec le fusil. J'entends bien, mais j'ai entendu les choses qui ont été dites. Ça a commencé par pas d'insoumis, puis après c'était pas d'écologistes, puis l'étape d'après ça sera pas de communistes, et puis à la fin ça sera pas de nouveau Front populaire du tout. Donc je ne vais pas commencer, si vous voulez, à modifier le contenu de ce qu'on veut faire, la méthode de ce qu'on veut faire, sur la base des prétextes de nos adversaires. Moi je veux être simple. En majorité très relative, je veux être plus prudent. Je veux être simple et transparent avec les gens. Nous avons été élus, nous avons défendu un programme. Nous ne disposons pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça n'a échappé à personne. Donc il faut faire des concessions, des compromis, des contours. Mais Christophe Barbier, quand vous avez un bloc politique, le Nouveau Front populaire, qui par exemple souhaite abroger la réforme des retraites, et que vous avez un bloc macroniste qui l'a mise en place. Quand vous avez un bloc politique, le Nouveau Front populaire, qui veut augmenter le SMIC, et que vous avez un bloc macroniste qui a voté contre toutes les augmentations du SMIC que nous avons proposées à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, pourquoi faire croire aux gens qu'il y aurait quelques compromis, que ce soit possible sur ces sujets? Il n'y en a pas. Donc à partir de ce moment-là, il faut assumer son programme, il faut que le gouvernement du Nouveau Front populaire commence à le mettre en place, et ensuite, c'est les institutions, elles sont comme ça. Si une majorité de députés à l'Assemblée nationale veulent prendre la responsabilité de censurer cet éventuel gouvernement, ils devront l'assumer. Et ensuite, ils devront expliquer quelle autre configuration politique ils veulent mettre en place. Mais moi, je ne vais pas commencer par anticipation à renoncer au programme sur lequel nous avons été élus, parce que c'est une logique qui nous mènera nulle part, qui nous mènera à l'inaction politique. Et je ne pense pas que dans ce pays, les Françaises et les Français, ils aient envie de l'inaction politique. Je pense qu'ils ont envie que leur vie change et que les différents points que nous avons défendus dans le programme, ils ont envie qu'ils puissent être mis en place. Et si ce n'est pas le cas, ils auront l'occasion de le dire. Combien de députés demain au groupe LFI? 72, 112. D'accord. Non, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans tout ça. Je pense que d'abord, les Français, ils n'ont pas du tout voté pour le programme du Nouveau Front populaire. Ils ont voté parce qu'ils n'avaient pas envie de tenter l'expérience de l'extrême droite au pouvoir. Ils ont voté Front républicain plus que Front populaire. Exactement. Il y a eu un premier tour des élections législatives quand même, ça vous a pas échappé. Et le RN est arrivé en tête. Ça fait plusieurs fois que Christophe résume dans des termes plus courts que mes interventions ce que je veux dire. Voilà, on sent que finalement l'expérience est utile aussi. Non, mais il n'y a pas qu'André Chassaigne qui a de l'expérience, moi aussi. Ensuite, Christophe Barbier, Premier ministre. Le programme, ce serait bien, je pense. Le programme du Nouveau Front populaire, ensuite, n'est pas un programme sérieux.
c'est un programme qui a été bâti dans un but électoral. De l'aveu que j'ai lu partout de plusieurs d'entre vous qui ont bien expliqué qu'en fait ce programme, avec son programme fiscal digne de la Corée du Nord, c'était évidemment pas un vrai programme à mettre en place. C'est un programme pour faire plaisir aux bobos complètement fatigués des grandes villes qui sont en effet transformés en citoyens de Pyongyang par Madame Hidalgo, puisque tout le monde est à vélo maintenant, comme à Pyongyang. Et donc ces bobos, ils étaient contents quand ils ont lu la tranche à 90%, quand ils ont lu la transition écologique à coup de tout est interdit, ils étaient contents. S'ils ont lu ça, c'est qu'ils ont mal lu, parce qu'il n'y avait pas ça dans le programme. Mais... La tranche à 90%, elle est dedans. Le programme fiscal nord-coréen, il est dedans, plein de choses qui sont dedans. Donc, à mon sens, c'est pas un vrai programme. C'est un programme pour être élu. Et donc, je pense que ce qu'on constate là, c'est que, au fond, cette coalition de gauche, elle n'est pas sérieuse jusqu'au bout, puisque même l'idée, pour le coup, de prendre le pouvoir, et forcément, pour faire voter ces textes, d'aller chercher des majorités, donc d'amender son programme, donc d'aller vers ce qui est acceptable dans ce programme. Par exemple, je pense que sur l'augmentation du SMIC, en vrai, la gauche pourrait aller trouver des voix au centre-gauche pour voter ça. En fait, ça ne les intéresse pas. Mais j'ai pas dit ça. Mais si, ça ne vous intéresse pas, puisque vous dites que vous voulez appliquer tout le programme du nouveau Front populaire, et donc vous trouverez jamais de majorité pour ça. Vous venez de dire l'inverse vous-même. Ben non. Vous venez de dire que sur le SMIC, il est possible de trouver une majorité. Oui, mais vous voulez tout le reste. Mais sur l'abrogation de la réforme des retraites, il est possible de trouver une majorité. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, ne dites pas ça, il n'y a jamais une majorité à l'Assemblée pour voter cette réforme. Mais vous l'aurez avec le RN. Il n'y en aura pas. Il y aura une cogestion avec le RN et les filles. Non, mais moi, je m'adresse à tous les députés. Il n'y a pas que des députés. Il n'y a pas que des députés du RN qui n'étaient pas d'accord. Il y avait aussi des députés LR. Ça vous a pas échappé. Non, il n'y en avait pas un. Non, franchement, il y avait Pradier qui d'autre. Ils ont été 19 à voter la motion de censure quand même. Ils n'étaient pas tout seuls, Pradier. Franchement, là, c'est vous qui êtes un peu de mauvaise foi. Non, mais ça ne vous intéresse pas. On verra ce que l'avenir dira. Moi, je pense que vous ne voulez pas gouverner. Si vous appliquez le programme, c'est avec des majorités où il y a du RN et de la droite. Mais non, mais je suis pas en train de vous dire ça. Attendez. D'abord, je réponds à Charles Consigny. Il a le droit, bien évidemment, de penser ce qu'il veut. J'ai aucun problème. Je dis juste, ne dites pas mauvaise foi pour ensuite venir faire quelque chose qui est légitime, qui est un débat politique sur le programme. Vous croyez pas au programme, ça m'étonne pas. Mais ne considérez pas que parce que vous croyez pas au programme, nous qui l'avons défendu dans l'élection, on n'y croyait pas non plus. On y croit, on pense que c'est ça qu'il faut pour le pays. Puis ensuite, la démocratie, c'est que c'est les électrices et les électeurs qui tranchent. Bon, ce programme, oui, je pense que, je dis pas que l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont voté pour les candidats du nouveau Front populaire au deuxième tour des élections législatives étaient d'accord avec ce programme. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis qu'au premier tour des élections législatives, ils ont été quasiment 30% à voter en faveur de ce programme, et qu'au deuxième tour, il y a eu un résultat très clair, c'est que les gens ne voulaient pas de l'extrême droite au pouvoir. Et donc oui, il y a eu des députés du nouveau Front populaire qui ont été élus parce que des gens ont voté contre le Rassemblement national, mais il vous aura peut-être pas échappé aussi qu'il y a eu des députés macronistes qui ont été élus parce que les gens ne voulaient pas du Rassemblement national. Et que notre représentation politique, nos voix, elles s'expriment aussi de cette manière. Donc ça, c'est pour répondre sur cette question-là. Pour le reste, moi, j'ai toujours été très clair. Nous n'avons pas le pouvoir, de toute façon, de faire passer une proposition de loi si elle ne rencontre pas, elle n'est pas soutenue par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ce que je vous dis, c'est que, de mon point de vue, sur le programme qui est le nôtre, d'abord, il y a des choses qu'on peut faire immédiatement, et puis ensuite, sur un certain nombre de projets de loi, oui, je pense qu'il est possible d'aller trouver une majorité. Sur le fond, si on a une seconde sur le fond, qu'est-ce que vous faites de l'avertissement du FMI sur notre trajectoire budgétaire? C'est très intéressant la question que vous me posez, parce que disent les institutions internationales, FMI, Commission européenne, etc. Même les agences de notation, ils disent la France a un problème de recettes. Les agences de notation, on n'a pas de problème de dépenses en France. Non, pas du tout. On ne dépense pas suffisamment d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Non, on ne dépense pas suffisamment. Quand vous voyez l'état de nos services publics, de notre système de santé, de notre système d'éducation, non, on ne dépense pas suffisamment. Et les agences de notation elles-mêmes disent qu'il y a un problème de recettes en France. Pourtant, on est le plus taxé de l'OCDE. Et vous savez pourquoi? Parce que depuis que Macron est arrivé au pouvoir, les différents cadeaux qu'il a fait ont fait s'asseoir le budget de l'État sur 50 milliards d'euros de recettes par an. Donc ça, c'est la vérité mathématique, numérique, chiffrée, documentée.
Donc moi, j'assume de La vous dire. vérité, c'est aussi qu'on est le pays le plus taxé du monde. Mais ça veut rien dire. Vous comparez. Attendez, vous pour comparez... ceux qui payent des impôts, ça veut dire quelque mais chose. Mais non, ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire et ça dépend avec quoi vous comparez. Si vous comparez ce qu'on dit parfois, les prélèvements, et qu'on agglomère les prélèvements de toutes sortes, c'est-à-dire la fiscalité, les cotisations. Mais alors, comparez à services équivalents, parce que vous comparez avec des pays dans lesquels, par exemple, il n'y a pas de sécurité sociale. Eh bien oui, mais à un moment, il faut être un peu honnête dans les déclarations. Si vous voulez un service de santé qui ressemble à celui des États-Unis, allez-y, défendez ça pour le pays. Mais on compare avec la Scandinavie aussi. Est-ce que vous Il n'y a pas ce problème. Vous voyez beaucoup d'Américains qui font le voyage pour s'installer en France pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale ou pas? Non mais attendez, Charles Cossini. Non mais ça fait un pays qui attire des gens venus des pays libéraux. Vous êtes là. C'est plutôt le contraire. Là, vous l'êtes pas, mais vous avez été dans le combat politique. J'ai aucun problème, c'est la démocratie. Allez devant. Attendez, mais je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains qui s'installent en France? Allez devant les Françaises et les Français. Dites-leur que vous voulez plus de la sécurité sociale et que vous voulez un service d'assurance de maladie, un service santé qui soit un service assurantiel. La sécurité sociale ne se sociale repose pas sur les cotisations. Défendez-le devant les Français. Mais je crois pas que c'est ce que les Français veulent. Ça ne peut pas justifier, si vous voulez. Je vous dis, quand vous comparez des pays, comparez-les à services équivalents. Sinon, faites une comparaison qui est une comparaison de mauvaise foi. Et là, c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Je constate que les gens qui habitent dans les pays que vous brocardez. Mais je ne les brocarde pas. Je dis que c'est pas dans lesquels il y a moins d'impôts. C'est pas le système que je veux pour la France, tout simplement. Je constate que ces gens-là ne viennent pas en France. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Et parce que toi, alors qu'il y a beaucoup de Français qui partent pour des pays libéraux. Voilà, parce que Charles Consigny est persuadé que les gens viennent en France uniquement pour la sécurité sociale. Eh ben non. En fait, c'est pas pour ça. Il y a une foultitude en fait de paramètres qui font que les gens se déplacent dans le pays. Tu vois beaucoup de gens venir ça se résume pas à identifier nos allocs. On accueille beaucoup d'immigration des États-Unis, mais en vérité, là où ce que c'est un débat politique. Il y a plein de Français qui quittent la France parce qu'ils n'en parlent plus ce système. Mais non, il y a beaucoup de Français qui quittent la France parce qu'ils ont l'impression de ne pas reconnaître le pays dans lequel ils vont même à Dubaï parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'en peuvent plus de votre système soviétique. Alors là, franchement, ils en ont ras-le-bol de payer vos impôts. Pardon, mais d'abord c'est pas les miens. Et deuxièmement, pardon, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, mais s'il y a des gens qui partent de France aujourd'hui pour aller dans d'autres pays, pour un certain nombre d'entre eux, c'est parce qu'ils ont l'impression de plus être vraiment trop les bienvenus en France. Parce que ça, c'est aussi un phénomène qui est très largement documenté. Si on a un problème de recettes fiscales, c'est aussi parce que notre économie ne crée pas assez de richesses. Ça a été la mauvaise surprise du budget 2023. C'est pas que les gens ne sont pas assez taxés comme individus, même si sur les super profits les plus riches, il y a beaucoup de choses à redire. C'est que notre économie doit produire des richesses, augmenter le PIB pour que l'État, qui prélève des taxes sur la richesse créée, en profite. Or, est-ce que vous êtes sûr qu'avec votre programme, notamment la hausse du SMIC, on peut pas parler comme ça. Non, mais on peut pas dire que c'est pour que l'État en profite. Non, c'est pour que nous tous nous puissions en profiter par la sécurité sociale, en dépensant bien dans de bons services publics. Pour l'instant, on a la pression, on n'a pas les bons services publics. Christophe Barbier, vous savez que 50% de l'économie du pays, elle est liée à la consommation populaire? Ben oui, bien sûr. Bon, mais attendez, à condition qu'ils achètent des produits fabriqués chez nous. Laissez-moi terminer juste une phrase. Donc, l'augmentation du SMIC dont vous êtes en train de me parler, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les gens qui galèrent aujourd'hui, qui se privent, aient enfin les moyens de pouvoir vivre tranquillement, qui puissent aller chez le coiffeur, qui puissent aller au restaurant, changer leur voiture. Et ben ça, c'est bon pour l'économie du pays, Christophe Barbier. Qu'ils n'achètent pas une voiture chinoise ou des t-shirts chinois. La deuxième condition, c'est que en augmentant leur salaire, que vous ne leur fassiez pas perdre leur emploi. Et il y a des tas de patrons de PME qui vous disent attention, 1600 €, je ne peux pas, en tout cas pas tout de suite. Je sais pas, soyez originaux un peu dans les arguments. En Espagne, on a augmenté le SMIC de 30%, on a créé 800 000 emplois. Donc ne dites pas ça. D'où partait le chômage. Christophe Barbier, laissez-moi terminer juste une petite phrase. Je vous dis, ce n'est pas vrai de dire que l'augmentation du SMIC va détruire des emplois, ça va en créer, premièrement. Deuxièmement, vous avez raison, il faut que cette consommation, elle soit une consommation nationale. Honnêtement, sur l'alimentation, ce dont on est en train de parler, sur les services, sauf à me dire que les gens vont aller au supermarché à Singapour ou aller chez le coiffeur à Berlin, parce que je ne crois pas que vous allez me défendre ici sur ce plateau. Je vous dis que essentiellement l'augmentation du SMIC va profiter à l'économie française. Et que pour le reste, notre programme il est complet et que effectivement dans notre programme, on défend aussi des mesures pour ce qu'on appelle la relocalisation de l'activité économique, c'est-à-dire de faire en sorte que, y compris du point de vue des biens d'équipement par exemple, il y ait davantage de production en France. Et des allégements de charges pour les PME? Mais non, mais arrêtez avec tout de suite les allégements de charges, Pour ceux qui créent des emplois. Je vous dis d'abord que l'augmentation du SMIC, elle sera bonne
pour les petites et les moyennes entreprises, pour les artisans qui vont en profiter dans leur carnet de commandes, que l'ensemble de notre programme va être bon pour eux. Parce que par exemple, quand on dit qu'on va bloquer le prix de l'électricité, quand vous savez à quel point l'explosion des factures d'électricité a fait beaucoup de mal à de nombreux artisans, à de nombreux boulangers, à de nombreuses petites et moyennes entreprises, il faut voir le programme dans sa globalité, pas prendre une mesure sans regarder les autres. Et oui, la globalité du programme, je pense qu'elle est bonne pour le pays, tout simplement. Ce programme, il a suscité beaucoup d'attentes. On a aujourd'hui dans notre sondage ELAB 66% des électeurs du NFP qui disent mais c'est beaucoup trop long là, il faut avancer, il faut avoir ce nom de Premier ministre. Vous leur dites quoi à ces 66% d'électeurs? Je crois que j'ai essayé, je ne sais pas si je les ai convaincus, mais j'ai essayé de leur répondre en leur disant je comprends qu'il puisse y avoir cette lassitude ou cette attente. Je leur dis en même temps que c'est normal de prendre du temps pour travailler sur un dispositif qui soit un dispositif sérieux. Mais est-ce qu'il ne faut pas une deadline? Est-ce qu'il faut pas qu'il vaut mieux prendre 2-3 jours de plus pour être sur quelque chose qui est quelque chose de sérieux que d'avancer avec quelque chose où on se rend compte que tous les points n'ont pas été bien discutés entre nous et que ça soit un attelage qui soit un attelage brinque-ballant, parce que ça, je pense que ça sèmerait beaucoup de déception dans le pays. Donc je comprends cette impatience, je la partage aussi pour être tout à fait honnête, mais faisons en sorte que dans les prochains jours, je l'espère, on puisse aboutir. Mais du coup, quand on est électeur ou électrice du nouveau Front Populaire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Est-ce qu'il faut qu'on regarde le Tour de France et qu'on aille à la plage, ou est-ce qu'il faut faire comme l'appelle la CGT par exemple, à aller demain se mobiliser pour que vous trouviez un nom, parce que c'est quand même un des paramètres de l'appel, c'est se mobiliser pour que le nouveau Front Populaire trouve un Oui, je pense, d'abord l'appel à manifestation qui a été publié par les organisations syndicales, la CGT en l'occurrence, demain devant l'Assemblée nationale, elle demande d'abord, parce que je voudrais quand même rappeler que c'est le point principal, le respect du résultat des élections législatives. C'est-à-dire que le président de la République fasse quand même quelque chose qui devrait être la base, c'est de se tourner vers nous et de nous demander de composer un gouvernement. Si après on n'est pas capable de composer un gouvernement, il pourra dire je me suis tourné vers eux, ils en sont pas capables. C'est le rôle de la CGT de faire ça et de demander ça? Mais la CGT, d'abord, c'est pas à moi de dire ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas faire, mais je trouve ça légitime, oui, qu'il y ait des appels à la mobilisation pour demander le respect de résultat des élections, surtout quand on sait que le programme du nouveau Front Populaire, il résonne quand même et il porte un certain nombre de revendications qui sont aussi des revendications qui sont portées par les organisations syndicales. Et donc je comprends que certaines d'entre elles disent, nous on se retrouve sur certains points de ce programme, et c'est pas normal que le président de la République s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher, parce que mais c'est quand même ce à quoi on assiste depuis des jours et des jours. Il y a un gouvernement démissionnaire, mais qui va continuer à être là. On signe des décrets à tour de bras. On demande au ministère de continuer à faire des économies. Le résultat de l'élection, il a eu lieu. La politique d'Emmanuel Macron, elle a été battue. Donc elle doit s'arrêter. C'est quand même, il me semble, un principe de base, faire en sorte que le résultat des élections... Mais j'ai entendu ce que vous étiez en train de me dire, et je le partage. Je ne veux pas vous raconter d'histoire, mais ça n'enlève pas la responsabilité principale, qui est celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas fait cette démarche. Il aurait pu faire une déclaration publique en disant « je prends acte du résultat des élections ». Et donc, c'est au nouveau Front Populaire de constituer un gouvernement. Il a déclaré qu'il attendait la structuration de l'Assemblée nationale. C'est un peu ce qu'on va voir dans les 3 jours qui viennent. Non, il n'a pas dit ça. Quel groupe qui est en tête dans les groupes D'accord. Parce que, par exemple, dans le Front Populaire, vous êtes plusieurs groupes. Si demain, vous êtes 72 et que le PS dit, regardez, avec nos amis, on est 75, le PS, Emmanuel Macron, il peut dire au PS, vous êtes le premier groupe de l'Alliance qui a le plus de députés. Christophe Barbier, franchement, il n'y a pas besoin d'être un génie ou d'attendre 15 jours. Moi, je peux vous dire, dès le lundi, je savais à peu près combien il y avait de députés dans chacun des groupes politiques. Voilà, vous savez, entre les députés d'outre-mer, les purgés de LFI, on ne savait pas où ils allaient. Vous étiez... Écoutez, la vérité, c'est qu'au sein du nouveau Front Populaire, le groupe qui dispose du plus grand nombre de députés, je signe le papier si vous voulez ce soir, c'est le groupe de la France Insoumise, que le groupe socialiste arrive en 2e position, que le groupe écologiste arrive en 3e position, et que le groupe GDR, communiste avec des députés ultramarins, arrive en 4e position. Et le président de la République, je crois, est suffisamment bien informé pour avoir connaissance de cette information. Donc là, il ne faut pas raconter des bêtises. La vérité, c'est qu'il n'a pas dit « j'attends voir l'Assemblée nationale pour savoir qui est le premier groupe dans le nouveau Front Populaire ». Il a dit « j'essaye de constituer une autre majorité et j'essaye de substituer à la coalition qui a remporté les élections législatives une autre coalition, et vous savez très bien comme moi, qui discute avec Laurent Wauquiez sur un pacte législatif, etc. Faisons pas comme si on n'était pas informé de ces discussions parce qu'elles sont en public. Il a mis ça que vous êtes bien informé. Il a mis ça dans ses citations. En effet, il a parlé de coalition et de pacte législatif. Donc en gros,
les socialistes à Horizon si c'est possible, et sinon de Renaissance à LR, ça c'était son appel du pied politique. Il a dit autre chose aussi. Il a dit qu'il faut préserver les acquis économiques de ce que nous avons fait. En gros, attirer les investisseurs, le dynamisme de l'emploi. Il a dit du régalien en plus, ça c'est un message à la droite, et il a dit de la justice sociale en plus. Il a peut-être écouté un peu le message des électeurs. Franchement, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui jusque-là disposait d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, qui a donc mis en place sa politique pendant 2 ans. Vous avez le résultat des élections où il est battu. Sa politique est battue. Et il prend la parole après et il dit « faudra préserver notre politique économique ». Mais pardon, mais la démocratie... Oui, mais d'accord, mais les acquis, vous savez, c'est assez relatif. Parce que moi, ce qu'il appelle acquis, moi, je ne considère pas que ce sont des acquis, vous voyez. Et c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, Christophe Barbier, la démocratie. C'est qu'à partir du moment où son programme a été battu et qu'il y en a un autre qui est en mesure de disposer d'une majorité relative, je ne le conteste toujours pas, bah, c'est ce programme qui doit s'appliquer. Le président de la République, il n'a pas son mot à dire sur ce sujet. Excusez-moi de vous le dire. Il n'a pas son mot à dire. C'est pas lui qui doit continuer à décider alors que ses candidats ont été battus. Alors en attendant, on va écouter certains de vos électeurs et électeurs du nouveau Front populaire. Comment vivent-ils la séquence du moment? Il ne fait pas là. Donc je pense que tant qu'on est à des querelles comme ça fait plutôt maternel que politique, quoi. On a ce qui se passe à gauche permettent à la droite de faire une coalition qui lui permette d'avoir la majorité. Des gens proches du hollandisme. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça, est-ce que vous considérez que c'est l'écume des choses, c'est pas très important et on peut passer outre? Ou est-ce que quand même c'est un problème? Je pense, ce soir, à nouveau, avoir fait la démonstration que ce n'est pas avec des insultes que je m'adresse à mes partenaires. Non. Mais vous lui avez parlé à Sophia Chikirou? Attendez. Le chef du parti, quand même. Attendez. Après, il faut pas faire dire aux gens les choses qu'ils n'ont pas dit. Parce que punaise de lit, ça me semble avoir été dit. Hein. Oui, mais le tweet que vous venez de lire ici, vous l'avez déformé en le lisant. Parce qu'elle n'a jamais parlé de personne ou d'individu. Elle a parlé sur le ton d'une plaisanterie que vous avez le droit de considérer comme étant de bon ou de mauvais goût. Attendez, laissez-moi terminer. C'est la question de l'agressivité. Elle a parlé du hollandisme. Ce n'est pas des Hollandais, au sens des partisans de François Hollande. Elle a parlé d'une tradition, d'une histoire politique. Et elle a dit, sur le ton de la plaisanterie, la gauche doit se guérir derrière le gaullisme, il y a quand même des gaullistes, et derrière le hollandisme, il y a des personnes. Après, vous l'excusez quand même un peu facilement. Je ne l'excuse pas, je vous dis juste qu'il ne faut pas voir là-dedans des insultes contre des individus ou des personnes. Franchement, pour le reste, je vous réponds là aussi avec beaucoup de franchise. Je vois bien à quel point on essaye de semer de la discorde et de la division au sein du nouveau Front populaire en essayant d'aller prendre chacun des mots, parfois bons, parfois moins bons, qui peuvent être faits par les uns et par les autres. Donc je n'ai pas du tout l'intention de contribuer à cette division. Je vais lire juste la réponse de François Hollande, interrogé par un journaliste. Il a dit « Je connais bien Sophia Chikirou, je l'ai exclue du PS en 2007 car elle avait appelé à voter Nicolas Sarkozy. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je connais bien François Hollande. Et je fais partie de ceux qui ont constitué le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon en quittant le Parti socialiste parce que je me retrouvais pas dans sa politique. Vous voyez? Donc, ça va être bien les réunions interministérielles. Je pense que François Hollande, par contre, j'ai le droit de le dire sans que ça soit infamant pour l'individu, mais je pense que sa politique a fait beaucoup de mal à la gauche. Ça, je le pense vraiment. Si je puis me permettre, elle a répondu, Sophia Chikirou, à la réponse tweet de François Hollande. Oui, et elle a dit, oui, mais en fait, c'est pas pour ça que j'ai été viré, et il le sait très bien. Je tenais juste à dire que... Voilà, j'étais pas là, mais je tenais juste à dire que... Voilà, la passe d'armes, c'est poursuivi. Azili. Moi, je suis plutôt d'accord avec Manuel Bompard sur un point. C'est-à-dire que je crois en effet que dans la vie politique, il faut des oppositions réelles, des programmes différents pour que les gens puissent avoir réellement une vie démocratique vivante finalement et puissent voter pour le programme qui leur semble le meilleur. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de blocage total. Et je trouve, de ce point de vue, que ce qu'a proposé Laurent Wauquiez n'est pas une compromission, mais véritablement un compromis. Il fait un pacte législatif en disant voilà ce qu'on demande aujourd'hui à la Macronie s'ils acceptent nos propositions d'alliance, c'est-à-dire alors moi je trouve que c'est assez affligeant par ailleurs parce que je pense que cette droite-là n'a pas compris pourquoi elle n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Donc leur première mesure c'est revaloriser le travail en tapant sur les assistés qui seraient donc ceux qui reçoivent les allocs. Ça, je trouve ça affligeant et donc je trouve que LR n'a toujours pas compris pourquoi le Rassemblement national leur avait piqué leur voix. Mais ensuite, ils expliquent qu'ils veulent
améliorer les choses sur la sécurité, sur l'immigration. Donc, ce sont vraiment des mesures de droite. Et on entendait hier Carl Olive sur ce plateau qui expliquait que finalement, il était d'accord avec toutes les propositions de Laurent Wauquiez. Et là, je trouve qu'ils font un pas supplémentaire en nommant Philippe Juvin, qui, on le sait, est quelqu'un qui est de centre droit, qui est totalement compatible avec une partie de la Macronie. Et finalement, pour le perchoir, ça pourrait être une solution pour débloquer cette situation. Donc je trouve qu'ils sont assez malins dans cette situation et peut-être qu'ils sont à la hauteur du moment qu'on vit et de ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire un déblocage. Christophe ? La Front populaire a gagné le droit à la priorité. C'est à eux de proposer d'abord quelque chose. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas ? Bon, première explication, vous l'avez donnée, le scrupule qui fait qu'on doit être d'accord sur le fond, sur la méthode. Autre explication, qui est la mienne, la France insoumise veut plumer la volaille socialiste. Selon le vieux mantra. Vous êtes extraordinaire. En fait, on peut vous dire n'importe quoi, vous continuez à rabâcher ce que parce que je vois dans chacun de vos actes admettez un peu de sincérité dans ce que depuis je dis, quand même. 2017, je vois votre volonté. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi vous avez créé le Front de gauche, qui est devenu la France insoumise ? Parce que vous voulez en finir avec ce parti social-démocrate qui, selon vous, n'est pas la vraie gauche. Vous êtes en train de livrer le dernier acte. Vous pouvez, en les bloquant dans l'accession au pouvoir ou en les emmenant à une motion de censure inévitable, vous pouvez les discréditer définitivement. Il ne restera plus alors qu'une gauche, la vôtre. La gauche révolutionnaire et qui a l'honnêteté de le dire. Vous ne voulez pas améliorer les choses petitement, négocier, réformer, chercher des compromis. Vous voulez renverser un régime qui ne vous plaît pas, la Ve République, une économie qui ne vous plaît pas, le capitalisme. Et c'est votre cohérence. Oh, vous n'avez pas le couteau entre les dents. Je ne dirais pas cela. Vous êtes des révolutionnaires de la révolution citoyenne, puisque vous l'appelez ainsi. Exactement. Donc vous avez une autre méthode. Les élections. Mais la finalité, pas par les élections en les gagnant, par les élections en créant une ingouvernabilité qui amène une forme de chaos dont jaillit la lumière. Bah, franchement, c'est ça, Christophe Barbier, je sais pas, c'est un bon roman là, ce que vous êtes en train de dire, mais je retrouve aussi cela dans votre souci. Pas des procès d'intention. Non, mais votre souci que la rue vienne à la rescousse des urnes, s'il y a une paralysie. J'y vois cette volonté et ce projet révolutionnaire. Encore une fois, je ne vous le reproche pas. Vous êtes plus cohérent que la gauche socialiste qui dit rose et qui fait rouge. Et qui ne sait plus comment avoir honte de son passé. Je peux vous répondre. Bon, d'abord, je veux dire, parce que je vois bien la manière d'essayer de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Que nous sommes effectivement partisans de ce qu'on appelle la révolution citoyenne. Et la révolution citoyenne, c'est le fait de remporter des élections pour pouvoir appliquer un programme qui, oui, par contre, je vous le concède, va transformer la société de manière très importante et radicale. Ça, c'est vrai. Je ne vous le conteste pas. Oui, bien évidemment, pour un processus de transformation de la société, ça s'appuie sur des élections et puis aussi sur des mobilisations. Mais ça, c'est pas nouveau. On parle du nouveau Front populaire. Le Front populaire, il s'appuyait aussi sur des grèves, sur des manifestations. C'est-à-dire, ça n'a rien d'extraordinaire ou de particulièrement choquant de se battre pour cela. Quant à l'utilisation du terme révolution que vous utilisez ici, moi, ça ne me dérange pas pour essayer de faire peur aux gens. Je vous rappelle que Emmanuel Macron avait écrit un livre qui s'appelait Révolution avant 2017. Livre de campagne. Donc, bon, vous voyez, je veux dire, chacun peut mettre ce qu'il veut derrière ce mot. Mais là où je voudrais pas vous donner raison, c'est de faire croire aux gens qui nous écoutent que finalement on n'en aurait rien à faire de leurs existences et qu'on ne mènerait qu'un projet politique à long terme pour essayer. Non, moi, c'est pour ça que je discute depuis des jours et des jours pour essayer de constituer ce gouvernement du nouveau Front populaire, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des attentes très importantes et que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais reconnaissez au moins ma sincérité de dire que mon objectif, c'est d'essayer de transformer la vie des gens. Tout à fait. Considérer que c'est pas bien là, je vous accorde cette sincérité. Bon. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans la sincérité d'atteindre vos objectifs, vous faites l'impasse complète sur le chemin, c'est-à-dire vous creusez la tombe de votre projet. Vous êtes en train d'installer les conditions de votre échec, parce que vous voulez tout de suite, en étant vous-même LFI au gouvernement. Et que donc vous êtes en train d'armer le fusil de vos opposants pour qu'ils ne vous laissent pas appliquer votre projet. Mais il y a une contradiction là, entre être aussi attaché à un projet et à tout faire pour qu'il n'arrive jamais, parce que vous aurez une majorité contre vous immédiate pour une motion de censure. Mais Christophe Barbier, le projet politique macroniste et le projet politique du nouveau Front populaire, ils sont contradictoires. Bien sûr. Et je ne vous demande pas de négocier pour introduire du macronisme, je vous demande d'être malin sur le calendrier de vos réformes. Je ne veux pas dire que je le suis, ce serait un peu arrogant de ma part, mais laissez-nous l'opportunité de démontrer qu'on peut l'être.
vous allez à la motion de censure. Mais non, et mais de pas cette motion de nécessairement. censure, vous tirez la leçon Attendez. que ces institutions sont illégitimes et qu'elles piétinent Mais les choix non, du mais peuple. arrêtez de faire à ça, sa c'est place révolutionnaire. des plans sur la comète. Bah, j'essaie Christophe d'anticiper les étapes. Barbier. Si demain, un gouvernement du nouveau Front Populaire augmente le SMIC, abroge la réforme des retraites, je sais, Charles Consigny va s'évanouir, mais c'est pas grave, je le propose quand même, introduit une taxe sur les super profits. Ce gouvernement-là, admettez l'idée que je puisse penser, peut-être que je peux me tromper, que ce gouvernement sera populaire dans le pays. Et que donc, le coût politique de ceux qui, à l'Assemblée nationale, voudraient le censurer et le faire tomber, soit un coût politique qui soit très important. Mais il le fera avant même que vous ayez appliqué mais ces sauf politiques. que vous vous Sur le trompez. thème, LFI est dans le gouvernement, ça n'est pas acceptable Et compte donc, tenu des ils prendront positions la de LFI responsabilité de sur, l'instabilité gouvernementale. Mais chacun doit assumer ses Et voilà, responsabilités. c'est là où je vous retrouve, non, c'est-à-dire que, puisque vous savez que ça va se passer comme Mais ça, non, c'est un cette rapport de instabilité force. gouvernementale, c'est le chaos dont vous espérez. Mais je ne l'espère pas. J'espère que le gouvernement puisse tenir et mettre en place sa politique. Mais je ne peux pas par avance anticiper le fait que les autres vont menacer de nous censurer pour ne rien faire. Donc c'est la dignité de la politique, c'est que chacun assume ses responsabilités. Allez, en plus, moi, j'assumerai les miennes, et tout le monde. Les macronistes, hein, avec Emmanuel Macron qui a quand même provoqué cette dissolution, qui a mis tout le monde dans, j'allais dire dans l'embarras, mais dans la panade. Et donc les premiers, c'est eux. Non, Le responsable, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais C'est juste lui à revenir 100%. sur un. C'est même pas les macronistes, ils étaient contre. On Non, mais vous écoute, ce Fabien, que dit Manuel Bompard, en vérité, c'est assez simple. Christophe il s'ingénie à essayer de transformer les propositions du nouveau Front Populaire et de Manuel Bompard en promesses qui ne pourraient pas être tenues. Non, c'est juste des propositions. Après, les Français, ils font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie, ils disent « Ah, mais c'est horrible, c'est le pays le plus taxé du monde » ou je sais pas quoi. Bah oui, très bien. Mais si les Français votent pour être taxés parce qu'ils ont envie d'être taxés, ça veut dire mettre de l'argent. Mais là, ils n'ont pas voté pour ça. Mais si, il va falloir au bout d'un moment, c'est la proposition du nouveau ils Front ont Populaire. voté contre le Donc, RN. rentre-le dans ta tête. Ils ont voté contre le RN. En réalité, en cas de barrage, c'est davantage Ensemble qui a bénéficié du barrage que la France Insoumise et le nouveau Front Populaire. Les gens de gauche votent par conviction. Ils n'ont pas voté pour les macronistes non plus. Et oui, mais alors, non, mais parce que les gens de gauche font barrage et sont capables de voter ensemble. Mais en réalité, il y avait une infographie très bien faite dans le Figaro détaillée par Guillaume Tabar qui expliquait que les macronistes ne se sont pas tournés vers la gauche nécessairement et que le RN, face à la gauche, a plutôt progressé même. Donc ça montre bien que quand les députés du NFP ont été élus, c'était plutôt par conviction et c'est une femme qui travaille dans des journaux de droite qui vous le dit. Donc avec beaucoup de intellectuels. Ce qui est important dans ce que raconte Manuel Bompard, c'est que et d'ailleurs c'est le cas de tout nouveau Front Populaire. Tout le monde est d'accord en fait sur le programme. C'est la grande réussite de la France Insoumise depuis 2017, c'est d'avoir réussi à remettre la gauche à gauche, y compris le Parti Socialiste, puisqu'ils ont validé le programme du nouveau Front Populaire. Sur quoi ne sont-ils pas d'accord? Sur la stratégie. Là, il y a un problème. Et c'est ça, Manuel Bompard dit, c'est ça, faire de la politique. Il a raison. Ils sont pas d'accord sur la stratégie. Mais c'est les voies et les moyens pour arriver, en fait, à changer véritablement la vie des gens. Mais je vais te dire, c'est moins compliqué que de changer, que de réussir à remettre la gauche qui était quand même partie sacrément à droite sous François Hollande. C'est moins difficile aujourd'hui à accorder les violons stratégiques. Après, il faut le faire. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas encore. Mais là, on leur a donné juste 10 jours. Peut-être qu'il y aura 15 jours supplémentaires et c'est bon. Vous allez y arriver. Mais il y a des étapes qu'on franchit. Vous voyez qu'on a réussi à s'accorder rapidement et c'était mon souhait premier. J'ai exprimé ça lundi sur la candidature commune à la présidence de l'Assemblée nationale. C'était pas une évidence. Nous, les Insoumis, on avait toujours dit qu'on ne serait jamais du côté du problème et toujours du côté de la solution. Nos candidats se sont retirés pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une candidature commune. Je pense qu'on a montré notre responsabilité. Alors qu'André Chassaigne était contre la candidature Mélenchon, soutenue par les communistes, en 2017, je crois. Oui, mais là, vous avez fait un signe. Vous voyez, oui, mais il faut montrer que chacun doit faire des pas. On en a fait et j'espère que les autres en feront aussi dans la suite de ces discussions. Et ce sera le mot de la